Ok. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui a pour titre aujourd'hui Nutanix, quelles sont les nouveautés annoncées lors de la conférence Point Next de juin 2015. Avant de laisser la parole à Cyril Van Act, je voulais vous présenter rapidement MTI. Qui sommes-nous? Donc une société depuis 1987 orientée stockage. La présentation est visible de notre site web mti.com, mais en gros, nous sommes présents donc en Europe, plus particulièrement en Angleterre, en Allemagne et en France. 300 collaborateurs, 1600 clients et nos offres et solutions, comme vous pouvez le voir sur le slide, sont le stockage, la sauvegarde, la gestion et la protection de la donnée, l'archivage, les environnements virtualisés et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'hyperconvergence. Donc nos partenaires principaux et historiques sont EMC, Cisco et VMware. Et depuis le début de l'année 2015, nous avons ajouté à notre catalogue des solutions d'hyperconvergence et de scalabilité, dont Nutanix, que nous mettons à l'honneur aujourd'hui dans notre webinaire. Je vais laisser la parole du coup à Cyril. Il va se présenter et va nous dévoiler donc d'abord, dans un premier temps, les aspects, comment fonctionne l'hyperconvergence chez Nutanix en général, et ensuite les nouveautés comme le topic de ce webinaire l'indique. Voilà Cyril, bienvenue à toi, merci d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse la parole. Merci Jérémy. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Cyril Van Act, je suis responsable des partenaires pour Nutanix en Europe du Sud. J'ai rejoint Nutanix au mois de novembre 2014 et mon background est dans le stockage puisque j'ai passé 14 ans chez un constructeur bien connu de stockage avant de joindre Nutanix. Donc le slogan de Nutanix, la mission de Nutanix, c'est la simplicité sans compromis. Donc nous allons grandement simplifier les data centers de nos clients avec nos solutions. L'agenda d'aujourd'hui, donc rapidement une petite présentation de qui est Nutanix aujourd'hui. Les grands principes que nous avons repris des géants de l'Internet pour apporter les bénéfices de ces sociétés à toutes les entreprises, notamment avec une solution extrêmement dense, donc on dénomme hyperconvergée. Et je rentrerai dans les détails des annonces que l'on a faites à notre première conférence utilisateur qui a eu lieu donc au mois de juin 2015 à Miami, qui a eu plus de 1000 personnes présentes. Et on terminera par une petite démonstration s'il nous reste un petit peu de temps. Petite présentation voilà, au final, je reprends la parole. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur l'outil GoToWebinar que vous avez entre les mains. Les questions seront lues plutôt sur la fin. Si malgré tout, au vol, j'arrive à attraper 2-3 questions et qui demandent une réponse instantanée, j'arrêterai Cyril pour permettre d'y répondre en live. Cyril, je vais te demander de t'approcher un tout petit peu de ton micro pour t'entendre encore mieux que maintenant. Voilà, merci. D'accord. Donc, Jérémy, tu peux intervenir quand tu veux. Aussi, si tu veux me poser des questions, n'hésite pas. Je n'hésiterai pas. Donc, Nutanix a été fondé en 2009 dans la Silicon Valley. Le quartier général est à San José, proche d'autres sociétés bien connues dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 systèmes qui sont installés dans le monde et qui sont connectés à notre centre de support, qui envoient des alertes en temps réel en cas d'incident, qui envoient également leurs bulletins de santé régulièrement. Nous sommes sur une tendance d'un chiffre d'affaires de au moins 300 millions de dollars annuels, puisqu'au dernier semestre, nous avons fait 150 millions de chiffre d'affaires. Et nous terminons notre année fiscale le 31 juillet. Là. Donc on espère a priori avoir un taux de croissance supérieur au 100%. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 employés dans le monde. Par exemple, en France, la croissance a été également très rapide. Je suis rentré au mois de novembre, j'étais l'employé numéro 8 en France. Et là, nous sommes déjà 21 en France avec de la présence en région. Nous comptons beaucoup sur nos partenaires. Nous sommes une société 100% orientée partenaire. Tous nos projets se font avec et par des partenaires. Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 clients dans le monde, dans tous les domaines. Toutes les entreprises sont concernées par la simplification de leur data center et veulent simplifier leurs environnements. Donc, qu'elles soient petites, grandes, moyennes, secteur public, privé,
toutes sont intéressées. On a des références dans tous les domaines. En France, nous avons à peu près 70 clients en production depuis 2 ans et demi. La filiale française s'est ouverte il y a 2 ans et demi. Nous avons déjà plus de 70 clients en production. Notre marché cible, c'est un marché, notre terrain de jeu est très très vaste puisque c'est le marché de tout ce qui est serveur et tout ce qui est stockage réduit entre guillemets à la virtualisation parce qu'aujourd'hui 95% des projets qui commencent se font avec de la virtualisation, avec un hyperviseur. Donc c'est un marché qui fait quand même 50 milliards de chiffre d'affaires. Notre mission, c'est permettre à nos clients et à nos partenaires de se reconcentrer sur les applications et sur le métier, simplement, sans compromis. Et nous, Nutanix, nous allons nous charger de la simplification de toute l'infrastructure informatique. Nous allons voir comment. Donc aujourd'hui, vous êtes basé en France, dans la région lyonnaise, je crois, dans la Oui, région parisienne, donc bien sûr. nous avons commencé à ouvrir des présences en région. Nous avons donc une présence commerciale et technique dans la région sud-est et une présence commerciale et technique dans la région ouest. Et les autres régions vont s'ouvrir petit à petit dans l'année. D'accord, merci. Donc le marché de l'hyperconvergence n'était pas clairement défini depuis, a été clairement défini, on va dire, au mois de décembre 2014 par l'analyste IDC, qui est donc le premier à avoir sorti une sorte de cadran plus ou moins magique sur ce secteur. Et sur ce cadran, on voit les différents nouveaux acteurs de l'hyperconvergence. Et on voit que Nutanix est l'acteur majeur aujourd'hui, puisqu'il a une part de marché, d'après IDC, supérieure à 50%. On voit également que les systèmes Nutanix, au début utilisés pour des projets de type virtualisation de postes clients, surtout pour ces projets-là, VDI, sont aujourd'hui utilisés pour tout type d'environnement de production. Et ça peut être des bases de données, des applications, du big data, de la communication unifiée. Les terrains d'usage sont très très vastes aujourd'hui pour les solutions Nutanix. Donc, gérer un data center, c'est aujourd'hui quelque chose de très compliqué, de par les différents acteurs technologiques qui sont utilisés dans les salles machines, hein, et de par les interactions qu'il y a entre eux. Tout ce vous n'êtes pas sans savoir, la complexité de gestion des matrices de compatibilité lorsqu'on travaille avec du SAN, par exemple, lorsqu'on veut changer un petit élément dans la chaîne technique de validation, il faut vérifier toute la chaîne et un petit changement dans la chaîne technique peut déclencher un projet de longue durée pour cela. Donc c'est comme si on avait des rochers très très lourds à déplacer, des menhirs, des dolmens. Et donc la vision de Nutanix, c'est de dire que la meilleure infrastructure informatique, c'est celle qu'on ne voit pas. Et donc je vais vous expliquer qu'on est en train d'évoluer vers une infrastructure invisible. Ok, donc tu vas nous parler de tout cela pendant la présentation. En gros, ce que tu es en train de comparer, c'est les architectures traditionnelles composées de bêtes disques, de switch SAN et de serveurs, qui ont été changées ou transformées petit à petit dans les dernières années en parlant de convergence, c'est-à-dire, comme tu en faisais allusion, des matrices de compatibilité qui permettaient, comme par exemple des offres VBlock ou FlexPod, de préparer du matériel ou une architecture en atelier et de la livrer telle quelle chez le client. Donc là, l'hyperconvergence, c'est pas ça, c'est encore une brique supplémentaire ou un changement, encore une fois, d'architecture de solutions et d'architecture de virtualisation. Tout à fait, Jérémy. En fait, les solutions qu'on appelle convergentes, comme FlexPod ou VBlock, c'est un agencement au préalable de différents composants, serveurs, stockage, réseau, qui sont préintégrés, préagencés en usine et qui arrivent dans un seul rack chez le client, prêt à brancher, prêt à fonctionner. Mais ça reste des éléments de technologie diverses qu'il va falloir faire vivre par la suite. Donc la complexité, elle n'est pas là à T0, mais on va la retrouver le jour où on va devoir faire évoluer l'infrastructure. C'est ce genre d'infrastructure. Avec les solutions hyper convergentes, ce sont des solutions où on a mis l'ensemble des ressources informatiques, notamment le compute et le storage, dans un seul module, dans une seule boîte, sous la responsabilité d'un seul logiciel. Donc on parle bien de software defined ici, hein. Et donc ça va grandement simplifier l'installation, mais aussi le cycle de vie de la solution dans le futur. D'accord.
Donc une infrastructure invisible, qu'est-ce que c'est? Ça peut faire réagir, hein, le mot invisible. Bah, premièrement, c'est une infrastructure qui va fonctionner tout court. Donc qui va fonctionner 24/24, 7 sur 7, où les applications et les données vont être disponibles avec des taux de disponibilité proches de 100%. Et c'est un environnement informatique qui va se cicatriser tout seul lorsqu'il y aura des petites blessures, des petites pannes à droite à gauche au niveau du matériel. C'est également une solution qui va être zéro touch, c'est-à-dire que à partir du moment où elle est configurée à T0, elle va se reconfigurer et évoluer seule, avec énormément d'automatisation intégrée pour le suivi de la production, pour la gestion des problématiques et pour la sécurité. L'ajout des ressources va se faire manuellement, évidemment, mais il suffira d'appuyer sur un clic dans l'interface pour rajouter des ressources dans l'environnement IT. Infrastructure auto-cicatrisante. Alors, tu es en train de me dire qu'il ne peut pas y avoir de panne chez Nutanix ou de perte de données? Comment ça se passe? En fait, on va le voir, la solution de Nutanix repose sur du matériel banalisé qui va tomber en panne, hein, mais le logiciel prend en compte la redondance des données, la redondance des composants, des CPU, et donc quel que soit le composant qui va tomber en panne, la solution va continuer à fonctionner et les applications vont continuer à fonctionner. Et les solutions Nutanix prennent même en compte les pannes multiples. On peut continuer d'avoir des applications disponibles, même en cas de 2 pannes simultanées de serveurs, par exemple. D'accord. Bon, ben merci. À suivre. Donc une infrastructure invisible, c'est aussi une infrastructure qui va supprimer les contraintes. Donc c'est une infrastructure qui n'aura pas de limite. Donc on va pouvoir commencer petit. Il faut qu'on puisse commencer avec les besoins d'un projet à T0 qui sont de taille petite en général, et on va pouvoir évoluer petit à petit à l'échelle et au rythme de son projet en rajoutant des ressources petit à petit, par petits incréments. Donc on peut commencer petit avec des solutions d'infrastructure invisibles comme celle de Nutanix, et on pourra évoluer très très loin, puisque par exemple chez Nutanix, on n'a pas de nombre de nœuds, de serveurs maximum dans un cluster Nutanix. Donc le nombre de systèmes dans un cluster Nutanix est illimité. Je ne dirais pas infini, en tout cas il est illimité. Il y a les limites de l'hyperviseur, mais côté Nutanix, il n'y en a pas. C'est également une infrastructure qui casse les silos. La plupart de nos clients déplacent les applications et les données entre divers environnements, production, pré-prod, etc., sur le même cluster et hébergent des environnements divers, VDI, virtualisation de serveurs, big data, sur la même infrastructure. On va voir que grâce à Nutanix, on peut mettre en commun les ressources de calcul et de stockage nécessaires pour son informatique dans un seul pool, et on va pouvoir piocher ces ressources à volonté petit à petit. L'infrastructure invisible, c'est aussi une infrastructure qui élimine les conjectures. Comme je l'ai dit, on peut commencer petit et on pourra évoluer par petits incréments. Ça, c'est une philosophie très très intéressante qui va plaire aux directions financières. C'est une philosophie de type pay as you grow. Je vais prendre un exemple. Les projets VDI souvent prennent plus de temps que prévu. Prenons l'exemple d'un projet VDI qui commence au mois de janvier 2015. Et on anticipe qu'on aura besoin de migrer, de mettre 1000 postes clients sur l'environnement VDI d'ici 12 mois, d'ici décembre 2015. On commence son projet. Avec les solutions traditionnelles, on va acquérir au mois de janvier une solution pour tenir les besoins de décembre 2015. Donc on va acquérir, que ce soit une solution convergée ou par des éléments séparés, stockage serveur, le nécessaire pour faire tourner 1000 postes clients. Et puis très souvent, comme les projets VDI, ils dérapent, parce que c'est une réalité, ils dérapent pour des raisons diverses et variées. Ça peut être des raisons de montée en performance, ça peut être des raisons purement métiers, des applications qu'on n'avait pas anticipées et qui ne tournent pas une fois que le poste client est virtualisé. Eh bien, au mois de décembre 2015, on peut se retrouver seulement avec 200 postes clients migrés sur l'infrastructure, alors qu'on a acheté au mois de janvier une solution de 1000 postes clients, prévue pour faire tourner 1000 postes clients. Résultat, on a gâché les ressources pour 800 postes clients pendant à peu près une année. Avec les solutions comme celle de Nutanix, l'approche est différente, puisqu'on peut commencer petit et qu'on peut évoluer par ajout de petits incréments. Au mois de janvier, on commencerait avec l'infrastructure nécessaire pour, disons, 100 postes clients VDI. Et puis petit à petit, on rajoutera l'infrastructure, les ressources nécessaires pour
rajouter les postes clients qui vont arriver au fil de l'eau dans la vie du projet dans l'année. Donc si à la fin de l'année on a migré 200 postes clients, on aura uniquement l'infrastructure, les ressources nécessaires pour 200 postes clients. Si on en a migré 1000 ou 1500 parce qu'il y a eu une fusion-acquisition en cours de route, c'est également possible. Donc ça, c'est vraiment fondamental, cette solution Pay as you grow. On investit petit à petit à la vitesse de son projet quand on en a besoin. Donc, tu as pris l'exemple du VDI, mais c'est également vrai pour une infrastructure traditionnelle de type virtualisation de serveurs standards. Une des grosses problématiques dans les entreprises, dans les départements informatiques, c'est de se projeter à 3, 4 ou 5 ans. Souvent, c'est les délais d'achat d'une solution de stockage. Et en fait, on doit se projeter à savoir quelle va être la volumétrie dans plusieurs années pour pouvoir acheter son matériel architecture traditionnelle telle qu'on l'a aujourd'hui dans nos data centers. Donc là, tu es en train de dire, on ne se pose pas la question à quelle va être la volumétrie dans 3, 4 ou 5 ans, mais on prend la volumétrie dont on a besoin maintenant et on évolue année par année ou quand on a besoin au fur et à mesure que nos besoins évoluent. C'est exactement ça. Donc, c'est une autre façon de raisonner. C'est d'investir au fil de l'eau et rajouter les ressources petit à petit. Quand on rajoute les ressources calcul et stockage dans un cluster Nutanix, ces ressources sont immédiatement intégrées au cluster et s'additionnent au pool de ressources disponibles dans lequel on peut piocher. Et donc, gérer un système Nutanix ou des dizaines de systèmes Nutanix, c'est la même chose. On va le voir tout à l'heure, hein, ça ne change pas la complexité, c'est la même interface qui permet de gérer un cluster de 1 ou N systèmes Nutanix. Ce qu'on a prévu aussi, c'est que une solution invisible permette d'embrasser petit à petit les nouvelles technologies en toute confiance, avec une mobilité complète des applications, d'un hyperviseur à l'autre, ou alors d'un environnement à un autre, d'un cloud privé par exemple, à un environnement cloud public. Donc prêt à embrasser les nouvelles technologies. On va présenter ça tout à l'heure. Donc aujourd'hui, l'infrastructure invisible, c'est pas encore une réalité à 100%, c'est la roadmap de Nutanix. Il y a certaines choses qu'on a déjà faites et d'autres qui sont en train d'être faites. Ce que l'on a déjà fait, c'est qu'on a rendu le stockage invisible dans les solutions Nutanix. En effet, il n'y a pas besoin d'acquérir de baies de stockage ou de réseaux de stockage SAN ou de technologie NAS pour gérer la capacité nécessaire aux machines virtuelles avec Nutanix. On va voir comment tout à l'heure. Ce que l'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de rendre la virtualisation invisible. En fait, Nutanix a la même proposition de valeur quel que soit l'hyperviseur utilisé. Nutanix est une solution qui peut fonctionner avec la plupart des hyperviseurs du marché, évidemment avec le leader, VMware, mais aussi avec Hyper-V, ou alors avec une technologie hyperviseur de type KVM, que Nutanix a commencé à intégrer. Et nous avons également dans notre roadmap de rendre le cloud invisible, c'est-à-dire que vous gériez vos applications ou vos VM sur votre infrastructure de cloud privé ou que vous débordiez dans le cloud public d'Amazon ou d'Azure, par exemple, c'est la même gestion, la même administration pour vous. Ça, c'est quelque chose que l'on a prévu, qu'on était en train de faire et qui sera disponible sous 12 mois. Donc, ça va se faire par étapes. Ceci est fait, ce qui permet d'atteindre cet objectif, c'est le logiciel de Nutanix. Nutanix est une solution dont toute l'intelligence repose sur le logiciel et qui utilise du matériel standard, des plateformes x86. Donc le logiciel Nutanix s'appelle NOS tout simplement, Nutanix OS, et la plateforme de Nutanix s'appelle Extreme Computing Platform ou XCP. On a choisi de commercialiser nos solutions sous forme d'appliance, c'est-à-dire de dispositifs intégrés matériel plus logiciel, mais le matériel c'est du matériel standard et le logiciel c'est le logiciel de Nutanix. Toute son intelligence vient de là. Notre plateforme logicielle est divisée en deux parties principales. Il y a la partie qu'on appelle en mauvais français data plane, donc ce qui permet de gérer les données. Donc, son nom chez Nutanix c'est Acropolis. Acropolis, c'est tout ce qui concerne la gestion des données. Et pour nous, les données, ce sont les VM. Je rappelle que Nutanix est une plateforme pour gérer les environnements virtuels. Donc nous, qu'est-ce qu'on gère? Ce sont des VM. Donc dans Acropolis, nous avons tout ce qu'il faut pour gérer les VM en collaboration avec un hyperviseur du marché. Il y a notamment des fonctionnalités avancées de gestion de données que l'on trouve dans les baies de stockage du marché aujourd'hui, comme la déduplication, la compression, le fin provisioning, les clones fins,
de l'auto-tiering. Tout ça, ce sont des fonctionnalités qui sont embarquées de base dans le logiciel Nutanix, qui s'exécute sur les nœuds d'un cluster. Ça, c'est le data plane. Et au-dessus, pour gérer ceci, nous avons donc la couche control plane, donc la couche de contrôle, de management, qui s'appelle Prism. Nous n'avons qu'une seule interface d'administration qui s'appelle Prism, qui est développée en HTML5, qui peut donc s'exécuter sur n'importe quelle plateforme, y compris même un téléphone portable. Et une seule console permet d'administrer la totalité des ressources d'un data center virtualisé. Je vais la montrer tout à l'heure dans la démo. Alors, les grands principes de Nutanix que l'on a repris pour designer notre solution. Premièrement, on a repris les principes des géants de l'Internet. Les 5 principes des géants de l'Internet, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Azure. On reprend les principes des géants de l'Internet qui ont des data centers extrêmement standardisés et automatisés. On les package dans notre solution et nos clients peuvent s'en servir donc dans leur propre data center, même s'ils n'ont pas la taille des géants de l'Internet. Ces 5 principes sont les suivants. Premièrement, j'ai déjà dit tout à l'heure, matériel banalisé. On a choisi des serveurs x86 complètement standards. Deuxièmement, toute l'intelligence est dans le logiciel. Il n'y a pas de dépendance de Nutanix à un composant matériel particulier, différent, qu'on ne trouverait pas dans un serveur x86 standard. Troisième principe, c'est essentiel, tout est distribué. Donc la solution Nutanix s'apparente à un cluster, on parle de cluster Nutanix. On parle également de technologies de type scale-out, parce qu'on va pouvoir évoluer horizontalement en ajoutant des serveurs dans le cluster Nutanix. On peut aussi parler de grid computing. Donc les données, c'est-à-dire les VM et leurs données, sont distribuées sur tous les nœuds d'un cluster. Également, les métadonnées sont distribuées sur tous les nœuds. Ce qui fait qu'il n'y a pas de bottleneck lorsqu'on veut accéder aux métadonnées d'un environnement virtualisé. Les traitements sont également distribués sur tous les nœuds. Je prends un exemple. Un traitement de déduplication, qui est une technologie que l'on dispose chez Nutanix pour pouvoir économiser de l'espace, éliminer les redondances. Lorsqu'un traitement de déduplication se lance automatiquement par le logiciel Nutanix, il va s'exécuter en parallèle sur tous les nœuds, et il va s'exécuter lorsque les nœuds ont la ressource suffisante pour le faire. Donc, du coup, ce traitement va être parallélisé sur un grand nombre de nœuds et il va être beaucoup plus rapide à être exécuté. Ce genre de traitement utilise des algorithmes qu'on retrouve dans les environnements Big Data, de type Hadoop, MapReduce, par exemple. Quatrième point clé, c'est l'autocicatrisation dont on a parlé tout à l'heure. Comme c'est du matériel banalisé, de toute façon, il va tomber en panne, c'est évident. Les disques durs vont tomber en panne, les ALIM, les cartes réseau, voire les cartes CPU, ça va tomber en panne. Donc il faut que le logiciel fasse le nécessaire pour survivre, faire survivre les données et les VM du cluster à une panne ou à 2 pannes simultanées même. Donc c'est ce que l'on fait en standard. Un exemple également, lorsque vous avez un disque dur de 4 Tera qui comporte 4 Tera de données, donc un disque dur de type SATA, avec les technologies traditionnelles de protection disque RAID, la reconstruction de 4 Tera de données SATA, ça prend des dizaines d'heures. Sur un cluster Nutanix d'une dizaine de nœuds, il faut 26 minutes pour reconstruire les 4 Tera de données redondantes qui auraient été perdues suite à la perte d'un disque dur. Donc ça, c'est possible parce qu'on parallélise le traitement de reconstruction sur tous les nœuds en parallèle. Dernier point clé, comme toutes les données et toutes les VM sont sous la coupe d'un logiciel unique, le logiciel de Nutanix, on sait très précisément qui consomme quoi à un instant T. En termes de VM par VM, combien de CPU, de stockage, de bandes passantes, d'IOPS sont consommés, ce qui permet d'avoir un moteur d'analyse extrêmement poussé inclus de base avec la solution pour faire du capacity planning, donc prévoir l'avenir en fonction du passé, mais également pour revenir en arrière et comprendre ce qui a pu se passer lors d'un incident. Également, on fournit une API très complète de type REST, qui permet d'augmenter l'automatisation et de s'interfacer à n'importe quel moteur d'orchestration, puisque les data centers des géants de l'Internet sont complètement automatisés. Donc, ce que tu nous dis, reviens un petit peu avant, s'il te plaît. Oui. Voilà, c'est que les géants de l'Internet, donc les géants du web, sont passés d'une architecture traditionnelle, qu'ils avaient aussi choisie il y a quelques années, donc avant les années 2000, à une architecture web scale, et qu'aujourd'hui, donc les grands dont tu donnes les noms, Google, Amazon, Facebook et Microsoft Azure, ont ce genre d'architecture pour gérer énormément de données.
Comment ils font pour la sécuriser, cette donnée? Parce que j'imagine que, comme tu disais tout à l'heure, qu'il n'y avait pas obligatoirement de système RAID, voilà, qu'aujourd'hui, un RAID protège un peu la donnée, elle ne la protège pas complètement, mais comment ça se passe donc dans cette architecture hyperconvergente pour sécuriser la donnée? Donc en fait, très bonne question. Au niveau d'un cluster Nutanix, on a un niveau de protection qui est paramétrable. Et en fait, il y a trois possibilités. C'est ce qu'on appelle le replication factor, facteur de réplication. Eh bien, c'est tout simple, hein. C'est comme sur les clusters Hadoop, par exemple. Les données sont écrites en double ou en triple. Donc une donnée qui est écrite au niveau d'une VM elle va être écrite sur le serveur sur lequel s'exécute la VM, mais également une première copie va être envoyée sur des données va être envoyée sur les autres nœuds du cluster, ce qui fait que les données sont toujours en double, réparties sur la VM, le serveur sur lequel tourne la VM, mais aussi d'autres nœuds du cluster. Ça, c'est le replication factor 2, donc on a deux copies des données, mais on a aussi le replication factor 3, c'est-à-dire qu'on peut avoir trois copies des données. Donc ça, c'est facile, hein. C'est très efficace, très rapide. L'inconvénient, c'est que ça consomme de la capacité, évidemment, puisque quand on est en replication factor 2, pour passer du brut à l'utile, on divise par 2 tout simplement. Et quand on est en replication factor 3, on divise par 3. Donc il n'y a pas de RAID. La redondance, elle est faite simplement par des copies multiples des données réparties sur les différents nœuds du cluster. Donc si on perd un serveur ou un disque dans un serveur, ou deux serveurs et un disque, enfin deux composants matériels avec le replication factor 3 par exemple, ça continue de fonctionner. Et la reconstruction va être automatique. Quand on perd un composant matériel, on perd une copie des données, mais on a d'autres copies des données. Le système va automatiquement se remettre en configuration nominale et recopier, remettre le niveau de redondance qui va bien. Ça, c'est au niveau d'un cluster. Après, on a d'autres solutions de protection, notamment contre la perte d'un site. Donc, on a des solutions de réplication asynchrone, mais on a également des solutions de réplication synchrone en mode dual site. C'est une architecture qui s'appelle Metro Availability, où on va avoir, comme on voit sur le schéma ici, deux sites. Sur chacun des sites, deux ou plusieurs sites, mais ça commence avec deux. Sur chacun des sites, on va avoir un cluster Nutanix avec un certain nombre de nœuds, et donc de la réplication synchrone. Dès qu'une donnée est écrite sur un site, elle est écrite en temps réel sur l'autre site avant de rendre l'acquittement à l'application, à la VM. Ça va protéger toute l'infrastructure. Ce sont des architectures que vous avez déjà rencontrées au niveau du stockage, qui existent chez les fournisseurs de stockage. La différence chez Nutanix, c'est que là, ça ne s'adresse pas au stockage, mais ça couvre toute l'infrastructure, c'est-à-dire les VM. Un autre avantage très intéressant, c'est que pour fonctionner avec ce type d'architecture dual site, il suffit d'avoir du réseau Ethernet entre les deux sites et une latence inférieure à 5 millisecondes. Il n'y a pas besoin de tirer un SAN entre deux sites, c'est de l'Ethernet standard, une latence 5 millisecondes, et après on fait le calcul qui va bien en termes de débit pour tenir le débit nécessaire. Voilà, donc ce déploiement se fait très rapidement avec notre interface d'administration Prism. Un autre avantage de cette solution, c'est qu'on n'est pas forcé d'être symétrique sur les deux sites. On peut très bien avoir un gros site de production et une partie de cet environnement-là, de CVM, devra être répliquée sur un site de secours. Donc on peut faire donc on n'a pas forcément les mêmes modèles de nœuds, de serveurs dans cluster Nutanix sur les différents sites. On peut fonctionner en actif-passif, en actif-actif. Il y a énormément de topologies possibles. Donc pour se protéger contre les données, il y a tout ce qu'il faut au niveau protection au niveau d'un cluster local Nutanix ou au niveau de plusieurs sites, de la réplication asynchrone ou de la réplication synchrone. Alors, le format qu'on a choisi pour notre solution, c'est un format hyperconvergé. Donc là, j'aime bien dire que l'hyperconvergence, pour Nutanix, c'est pas une finalité, mais c'est un moyen. La finalité pour nous, c'est de simplifier l'exploitation, la gestion des data centers virtualisés, de l'infrastructure informatique pour les VM. Et le moyen qu'on a choisi pour ça, c'est le moyen hyperconvergé. Donc c'est un tout en un. Donc dans les data centers de nos clients, on retrouve traditionnellement des composants réseau de marques variées, des composants serveurs, des baies de stockage. Depuis que la virtualisation est apparue il y a une quinzaine d'années, ça a grandement augmenté le besoin en baies de stockage centralisées. Donc souvent on a des baies de stockage centralisées avec un réseau de stockage entre les baies de stockage et les serveurs. Très souvent, c'est du SAN, donc il faut des équipements spécialisés pour ça. Il faut mettre des HBA dans les serveurs.
Enfin, au-dessus des serveurs, on a l'hyperviseur qui est utilisé, donc très souvent VMware, celui de Microsoft, et commence à pointer son nez KVM, l'hyperviseur de l'environnement Linux. On arrive enfin à ce qui intéresse nos clients, ce sont les applications. Donc ce qui est en coloré sur le schéma, c'est le métier des clients, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est critique. Tout ce qui est derrière en grisé, c'est un mal nécessaire. Si on le fait, c'est uniquement pour faire tourner nos applications, on ne le fait pas pour notre plaisir. Donc vous avez vu, il y a beaucoup d'acteurs différents pour faire tourner nos applications au niveau des différentes couches du data center. Et ça représente une complexité importante. J'ai parlé des matrices de compatibilité SAN tout à l'heure. J'ai parfois l'image du château de cartes. Dans un data center complexe aujourd'hui, c'est un peu comme un château de cartes. Si on veut toucher à une carte, il faut faire très attention avant de toucher la carte. Vérifier la matrice de compatibilité, vérifier les impacts, faire une étude d'impact et la modification d'un petit composant peut avoir un effet très important en complexité. D'autre part, c'est parfois un miracle que ça fonctionne. Donc évidemment, l'image qui est sur ce slide force un peu le trait, mais c'est pour pousser un peu l'analogie au maximum. Les data centers avec les architectures traditionnelles, à partir d'une certaine taille, deviennent extrêmement complexes à gérer et les administrateurs, les exploitants passent leur temps à gérer le quotidien, à gérer des mises à jour, à anticiper des problèmes et n'ont pas assez de temps pour l'innovation et pour penser au métier. Donc ce que l'on propose. Oui. Excuse-moi, mais il n'y a pas que le câblage donc, qui peut poser problème, puisque c'est vrai que sur un serveur de virtualisation, par exemple, tu vas avoir besoin de 4 à 8 ports Ethernet, tu vas avoir besoin d'un à 2 ports SAN, qu'ils soient fibre ou SCSI, tu vas avoir besoin de ports de management, plus les câbles électriques. Tout ça, ça peut vite monter à une douzaine de câbles, qu'ils soient Ethernet, électrique ou fibre par serveur. Et évidemment, tout ce que tu viens de dire aussi sur la mise à jour des firmware, c'est-à-dire que si tu dois mettre à jour le firmware de ta carte réseau parce qu'il y a un bug connu, il va falloir faire attention avec cette matrice de compatibilité que le firmware de ton switch SAN permette la mise à jour de ta carte réseau, que ton ESX ou ton Hyper-V comprenne et connaisse le driver que tu viens de mettre en œuvre. Donc c'est très compliqué à mettre en œuvre et à garder en bon état au final. Oui, et du coup, pour évoluer, on évolue beaucoup plus lentement aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des solutions convergées sur le marché qui ne sont pas encore, qui ne peuvent pas encore embarquer la dernière version de VMware parce que tous les tests n'ont pas été faits, les études d'impact n'ont pas été faits. Donc on évolue beaucoup plus lentement. Juste pour information, pour tous nos participants, nous avons fait deux webinaires le mois dernier qui parlaient de l'hyperconvergence dans son ensemble, dans le concept. Nous abordons justement toutes ces problématiques et aussi l'historique des architectures depuis une vingtaine d'années, en partant du traditionnel avec des silos, donc un silo réseau, un silo stockage, un silo serveur. On a fait l'évolution vers la convergence, vers l'hyperconvergence et vers le cloud. Je vous invite à aller voir, ils sont visibles sur le site mti.com dans à propos webinar et vous avez une liste de webinars en lien avec toutes les technologies que nous revendons chez MTI. Je te laisse Cyril et je te me permets de te dire, rapproche-toi de ton micro s'il te plaît. Il est collé à ma bouche. Bon, on fera comme ça. Alors, ça je fais du mieux possible. Alors, je reviens sur le schéma classique, les différentes couches dans un data center. Donc, ce que Nutanix propose, c'est de gérer la quasi-totalité des ressources informatiques précédemment gérées par plusieurs fournisseurs. Donc, on va gérer notamment les ressources de compute, de calcul, et les ressources de stockage, le storage. Et avec la solution Nutanix, comme on va utiliser un cluster, une fédération de serveurs avec des disques internes, et que le logiciel de Nutanix met en commun la capacité des disques internes qui sont dans chacun des serveurs, dans un seul pool, on n'a pas besoin de baies de stockage, on n'a pas besoin de SAN, et donc la gestion du stockage est embarquée avec et devient quasiment invisible. La seule chose qu'il faut rajouter, ce sont des composants switch Ethernet. Voilà, c'est extrêmement interopérable, la technologie Ethernet. Donc, ce qu'on recommande chez Nutanix, c'est de connecter les différents nœuds Nutanix les uns aux autres, les différents serveurs Nutanix, avec du 10 gigabit Ethernet à faible latence. Voilà. Donc, on prend en compte toute la gestion de la couche infrastructure physique sous forme d'appliance, donc hardware, software. Et en plus, on a commencé à gérer les hyperviseurs. Je vous disais tout à l'heure que notre proposition de valeur est la même, quel que soit l'hyperviseur ou presque utilisé.
Les différentes consoles d'administration des hyperviseurs existants sont très différentes, vCenter, SCVMM. Dans le monde Linux, c'est simple, il n'y en a pas pour KVM. Donc ce que Nutanix est en train de faire, c'est de proposer une console de gestion des VM directement dans notre console Prism pour éviter d'aller, pour la plupart des tâches courantes, dans ces autres consoles ou quand il n'y a pas de console comme avec Linux KVM. Et donc l'hyperviseur devient vraiment une commodité pour nous, au même titre que le matériel. Donc avec la solution de Nutanix hyper convergée, on va avoir les avantages des géants de l'Internet, comme on a vu tout à l'heure, en termes de simplicité, d'agilité, de croissance rapide par petits incréments. Et on va continuer d'avoir ce que l'on exige d'une plateforme enterprise pour une société sérieuse. Donc, contrôle des niveaux de service, contrôle des accès, confidentialité, sécurité, des fonctionnalités de gestion de données très riches, ce que l'on trouve dans les baies de stockage du marché. Voilà. Donc, c'est vraiment une solution extrêmement simple à installer et faire évoluer, sans compromis aucune, ni sur les performances, ni sur la disponibilité, ni sur les fonctionnalités. Très rapide à mettre en œuvre. Et quand on regarde le coût total de possession d'un environnement Mutanix à la VM, ce qu'il faut faire, c'est le calcul du coût total de l'infrastructure à la VM. Eh bien, on est très compétitif quand on regarde les coûts d'achat, les coûts d'exploitation, les encombrements en salle machine, etc. Donc l'avantage majeur de Nutanix, c'est la prédictabilité en coût et en performance. Comme je vous l'ai dit, on peut commencer petit. Donc la plupart de nos clients commencent avec un cluster de 3 ou 4 nœuds. 3 nœuds, c'est le minimum. Et puis on va pouvoir rajouter des nœuds petit à petit par la suite. Une statistique, 70% des clients Nutanix recommandent des nœuds, donc étendent leur cluster, en moins de 12 mois, dans les 12 mois qui suivent leur première acquisition. Et très souvent, cette deuxième commande, cet ajout de nœuds, de ressources dans le cluster, est supérieur à l'ajout initial. Donc c'est vraiment une philosophie scale-out. Lorsque l'on rajoute des nœuds dans un cluster Nutanix, on rajoute de la capacité de stockage, de la performance, et l'évolution est linéaire. Vous doublez le nombre de nœuds dans un cluster Nutanix, vous doublez la performance, qu'on peut calculer en nombre d'IOPS ou en débit. Vous doublez la performance, vous doublez la capacité. Ça, c'est grâce aux fonctionnalités du logiciel de Nutanix. Oui, Jérémy ? Par rapport à du stockage traditionnel, donc qui comporte un ou deux contrôleurs, dans une infrastructure hyper convergée, tu as autant de contrôleurs que tu as de nœuds. Alors, tu utilises le mot nœud depuis tout à l'heure, ce sont des serveurs en fait, qui contiennent de la CPU, de la RAM et des disques. C'est l'élément de base d'un cluster Nutanix. En fait, c'est un nœud ou un serveur. Et donc, pour finir ma question, à chaque fois que tu rajoutes un nœud, donc tu rajoutes, comme tu l'as dit, de la volumétrie, de la CPU, de la mémoire, et c'est l'élément de base donc de ton cluster hyper convergé. Exactement. Donc, en effet, un nœud égale un serveur avec du stockage. C'est gonflé en stockage. Il y a un mélange de gros disques SATA et de SSD pour faire de l'auto-clearing automatique. Mais c'est ça, un nœud égale un serveur, tout simplement. Et donc, dans chacun des nœuds, il y a ces ressources de compute de stockage et il y a un contrôleur de stockage qui est virtualisé, qui en fait est une VM. Donc le contrôleur de stockage Nutanix, il est distribué sur chacun des nœuds et donc on démultiplie les performances et quand on rajoute des nœuds, on rajoute également de la ressource contrôleur pour gérer le stockage. Ce qui n'est pas possible avec des baies de stockage classiques où les contrôleurs sont physiques et sont 2 ou 4 devant les tiroirs de disques. Donc il n'y a pas de bottleneck. Tu rajoutes à chaque fois, donc comme on a dit, de la volumétrie, de la CPU, de la mémoire et aussi des IOPS et de la performance du coup, exactement, puisque tu rajoutes un contrôleur à chaque fois que tu rajoutes un nœud. Très bien. Tout à fait. Donc aujourd'hui, vous voyez les différents types d'usages que l'on peut confier à un environnement Nutanix. Donc je ne vais pas lire le slide, mais ils sont très très nombreux. Et très souvent, ils peuvent converger sur la même plateforme. On est capable de gérer des problématiques de type agence distante. Par exemple, on a la société Technip dans le monde qui a 60 sites répartis dans le monde. Certains sont des sites où il y a très très peu de VM, d'autres où il y a énormément de VM. Et il faut que ces sites se protègent entre eux avec de la réplication. Avec Nutanix, on propose la même solution pour chacun des sites, qu'ils soient petits ou qu'ils soient gros. La seule différence, c'est le nombre de nœuds dans le cluster, en fonction du sizing. Et puis, on va pouvoir répliquer tout ou partie des VM intéressantes. On réplique à la VM avec Nutanix. Seules les VM devant être répliquées sont répliquées aussi. Nutanix, c'est aussi une plateforme très importante, très pratique pour le big data. Le big data implique de devoir traiter des très gros volumes de données et de faire des très gros traitements.
On sait en général où on commence, mais on ne sait pas où ça va nous emmener. Donc avoir une plateforme très évolutive comme celle de Nutanix est un atout très important pour les projets de Big Data. Les avantages de Nutanix pour nos clients, là ce sont des chiffres qui ne sont pas des chiffres marketing, mais des chiffres qu'on a mesurés sur les 70 projets qu'on a fait en France. En moyenne, on va diviser l'occupation dans la salle serveur d'un facteur 5 à 8. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui, après avoir migré d'un environnement traditionnel à un environnement Nutanix, ont des trous dans leur rack, dans leur cabinet en salle machine. Ils ont libéré beaucoup d'emplacements. Donc, quand on est hébergé quelque part, c'est non négligeable les gains en location d'espace. En consommation électrique et également calorifique, on gagne d'un facteur 2 ou 3 également. La consommation ce qu'on voit sur l'image ici, c'est un bloc Nutanix, c'est très dense, ça fait 2 U. Ça fait 2 U d'unité dans un cabinet et on peut mettre jusqu'à 4 nœuds, 4 serveurs Nutanix dans ce bloc. Donc la consommation pour ces 4 nœuds va être de l'ordre de 1500 watts en pic. C'est la consommation d'un sèche-cheveux. Donc c'est très économe. Je vous ai dit que la performance était linéaire quelle que soit la croissance des besoins. Donc on n'a plus besoin de surallouer, de sous-allouer, de faire des plans sur la comète. On investit petit à petit en fonction des besoins du projet. Et le coût également devient linéaire et prévisible. On connaît le coût à la VM. En début de projet, on fait un sizing. On sait par exemple qu'un nœud Nutanix va être capable d'héberger, disons, 100 VM. Si on a besoin de 700 VM, le sizing Nutanix est fait sur la base de 7 nœuds. Le jour où j'ai besoin de rajouter 200 VM, je rajoute 2 nœuds. Je connais les prix des nœuds à l'avance. Il n'y a pas de coût caché. Il n'y a pas de SAN à mettre à jour, de complexité. L'ajout d'un nœud dans un cluster Nutanix, une fois qu'il est connecté à l'électricité et au réseau IP, ça se fait en un clic de souris dans l'interface de Nutanix. Et les données et les VM sont automatiquement rééquilibrés sur les nouveaux nœuds que l'on a injectés dans le cluster. Donc c'est un gain de temps indéniable sur les opérations, que ce soit l'installation, la mise à jour, etc. La mise à jour de l'OS se fait en un clic de souris, un peu comme sur un téléphone mobile qui vous dit il y a une nouvelle version de l'OS, voulez-vous l'installer? Dans l'interface Nutanix, c'est la même chose, vous dites oui et l'OS va s'installer automatiquement à chaud sur les différents nœuds du cluster. On peut même aller jusqu'à la mise à jour de l'hyperviseur, en même temps que la mise à jour de notre logiciel. Donc je parle bien de notre logiciel à nous et du logiciel du moteur de l'hyperviseur qui peut être mis à jour à chaud par notre interface. On est très ouvert, donc je vous ai dit on fonctionne avec les principaux hyperviseurs du marché, VMware, Hyper-V, KVM, et les outils de management de votre choix. Donc on a tout ce qu'il faut en termes d'interfaçage, en termes d'API ou de standards SNMP par exemple pour s'interfacer à un existant. Donc, tout ça de façon extrêmement simple. Important, on n'a pas mégoté sur le support. Dès le début, Nutanix a investi très fort sur le centre de support. Donc on prend des appels 24/24, 7 sur 7, avec une approche de type classique, follow the sun. On a plusieurs centres de support dans le monde. Aujourd'hui, on gère plus de 18 000 nœuds qui sont supportés. Et on a un taux de satisfaction client qui est très élevé. Voilà. Tout ça parce qu'on a mis des gens extrêmement compétents qui viennent d'horizons variés, qui ont des compétences non seulement Nutanix, mais aussi réseau, sécurité, stockage, hyperviseur, OS dans nos centres de support. On a des gens qui ont en moyenne 10 à 15 ans d'expérience, qui sont là pour supporter nos clients. Alors on arrive aux nouveautés que l'on a annoncées à notre salon .next à Miami. Donc c'est là qu'on a annoncé notre nouvelle plateforme logicielle XCP que je vous ai présentée tout à l'heure. Et la première grosse nouveauté du salon, c'était qu'on a annoncé notre propre hyperviseur. Donc on a un hyperviseur qui est inclus de base dans la couche data plane Acropolis, qui s'appelle tout simplement Acropolis Hypervisor, qui est fourni de base en standard. Donc quand une plateforme d'usine arrive de chez Nutanix d'usine, elle vient avec cet hyperviseur. Si vous voulez utiliser un autre hyperviseur, pas de souci, on a un petit outil qui permet de réinstaller VMware ou Hyper-V, mais vous pouvez aussi choisir de partir avec notre hyperviseur ou le tester si vous le voulez. Donc cet hyperviseur, on va le voir tout à l'heure, il n'a pas toutes les fonctionnalités des hyperviseurs commerciaux du marché, mais si vous cherchez juste de quoi faire tourner des machines virtuelles, les protéger et en maintenir la disponibilité avec un set fonctionnel réduit mais efficace, ça peut être ce qu'il vous faut. On a annoncé également beaucoup de simplification, d'amélioration de notre interface Prism, dont le but est déjà de base la simplification. On a annoncé aussi que les nouveaux nœuds de la gamme Nutanix étaient hautement configurables. Donc je ne l'ai pas dit, mais dans la gamme des systèmes Nutanix, des nœuds, il y a plusieurs modèles de nœuds.
Il y a plusieurs modèles de nœuds. Et en fonction sur chacune de ces plateformes, vous pouvez choisir le montant de mémoire dont vous avez besoin, le montant de SSD, le montant de SATA. Voilà, ils sont chacun hautement configurables afin de pouvoir s'adapter très finement aux différents besoins de nos clients. Et dans un cluster Nutanix, on peut mélanger les différentes gammes de nœuds? En effet, on peut mélanger les différentes gammes de nœuds. Donc, c'est mieux de se standardiser pour la simplicité, hein. Donc, on recommande si possible de rester homogène. Mais si jamais entre le début d'un projet et l'évolution au cours du temps, les besoins ont changé, les VM sont devenues soit plus capacitives, soit ont besoin de plus de compute, on peut mélanger différents types de nœuds. C'est tout à fait possible. Il y a juste deux exceptions. C'est que dans la gamme, on a un premier système entrée de gamme qui ne peut pas être mélangé avec les autres, qui est le 1020. Et en très haut de gamme, on a un système full flash. Et quand on a du full flash, c'est tout le cluster qui est full flash. On ne mélange pas avec les plateformes traditionnelles. Et du coup, quand on rajoute des nœuds, on a dit tout à l'heure, on rajoute de la volumétrie, de la CPU, de la RAM. Est-ce qu'on peut rajouter seulement de la capacité disque, de la volumétrie? Alors avant, on ne pouvait pas. Avant, en effet, quand on rajoutait un nœud Nutanix, eh ben, il venait avec son CPU, sa RAM et puis du disque. Donc on ajoutait forcément et du compute et du stockage. Et ce que l'on a annoncé à notre conférence .next, ce sont des nouveaux nœuds 100% capacitifs. Donc le petit nom, le nom de code est figuré sur le slide, hein. Ce sont des nœuds où il y a un tout petit peu de CPU et de RAM, de quoi faire tourner notre VM contrôleur, notre contrôleur virtuel, hein, qui est une VM, mais un tout petit peu de ressources de calcul pour le contrôleur et uniquement des ressources de stockage. Donc ce sont des nœuds 100% capacitifs que l'on peut Mais ajouter au sein d'un cluster. En rajoutant un nœud par contre à ton cluster Nutanix, un nœud capacitif comme ça, est-ce que ça va nous prendre une licence de type VMware ou type Hyper-V parce qu'elles sont quand même pas données? Est-ce que ça nous mange une licence? C'est une très bonne question que tu poses là. En effet, comme sur ce nœud hautement capacitif ne vont pas s'exécuter de VM serveur ou client, mais uniquement notre VM à nous, à notre OS, eh bien ces nouveaux nœuds viennent avec notre hyperviseur à nous, donc Acropolis Hypervisor, et ne nécessitent pas de licence d'un hyperviseur commercial. Donc il n'y a pas de coût de licence au niveau de l'hyperviseur. D'accord, et tu peux l'intégrer dans un... Oui. Et tu peux l'intégrer dans un cluster VMware ou Hyper-V sans problème, il n'y a pas En effet, d'incompatibilité. on sait déjà gérer plusieurs hyperviseurs au sein d'un même cluster Nutanix, notamment avec ces nouveaux nœuds. Ce qu'on a annoncé aussi, c'est l'augmentation du rapport brut-utile. Donc tout à l'heure, j'ai expliqué les replication factors, hein, comment on protège les données en ayant 2 copies ou 3 copies. Donc du coup, pour passer du brut à l'utile, on divise par 2 ou on divise par 3. C'est très efficace, sans impact en performance, mais ça a un coût en capacité, évidemment. Donc ce qu'on a annoncé, c'est une technologie qui s'appelle Erasure Code, qui peut ressembler à du RAID 5 ou du RAID 6 réseau, hein, et qui va consister à calculer une parité. Au lieu de dupliquer les données ou de tripliquer entre guillemets les données, on va calculer une parité et les données vont être redondantes avec juste un petit peu de parité. Ce qui fait qu'on va augmenter le taux d'utilisation à 75%, là où précédemment on avait 50% ou 33%. C'est également une fonctionnalité très intéressante et très attendue. Notre base installée, qui commence à être conséquente aujourd'hui, va pouvoir, par une simple montée de version logicielle de Nutanix OS, adopter cette nouvelle fonctionnalité et récupérer de l'espace libre. Simplement en montant de version et en cliquant dans l'interface, on va pouvoir activer l'Erasure Code et récupérer de l'espace. Voilà, on a annoncé également un écosystème applicatif très riche avec notre nouvel hyperviseur, puisqu'on supporte déjà, par exemple, toutes les applications et tous les environnements Microsoft avec notre hyperviseur sont déjà supportés. Ça, c'est disponible dès aujourd'hui. Après, on a dévoilé un peu notre roadmap sur les 12 mois à venir. Donc, on a dévoilé une gestion multi-environnement des applications. Donc, quel que soit l'environnement cloud privé ou cloud public, quel que soit l'hyperviseur que vous utilisez, commercial ou le nôtre, quel que soit le format de votre application, qu'elle s'exécute dans une VM ou dans une technologie de type container, comme Docker par exemple, ou comme Core.io, eh bien la gestion sera la même et se fera depuis notre interface Prism. Voilà, donc ce sont des choses qu'on a annoncées, donc c'est en train d'être réalisé petit à petit par vagues successives dans les 12 mois à venir. Et enfin, on a annoncé la cerise sur le gâteau pour cet automne, un service de fichiers embarqué qui va être scale-out puisque notre plateforme est scale-out. Donc précédemment, on avait pas mal de clients qui
par exemple en environnement VDI, mais ça peut aussi être des serveurs, avaient besoin de données partagées sur le réseau, d'une technologie d'un problématique qu'on peut gérer avec des solutions NAS, et chez Nutanix, on ne faisait pas de NAS. Donc on recommandait à ses clients de mettre un NAS du marché à côté de leur cluster Nutanix pour partager les données, tout simplement. Parce qu'il y a des sociétés qui font ça très bien. Mais nos clients nous ont demandé si on ne pouvait pas le faire nous-mêmes, parce qu'ils ne faisaient qu'une seule plateforme administrée, ce qui augmentait la simplicité. Et donc on a étudié ça, et donc ça va sortir à l'automne. Donc à l'automne, on aura un service de fichiers qui va bénéficier de notre moteur Acropolis et qui va être complètement distribué scale out sur l'environnement cluster Nutanix pour proposer des fichiers en CIFS, enfin en SMB on dit aujourd'hui, ou en NFS. Donc voilà, donc beaucoup de choses qui ont été annoncées à notre Next. Cet hyperviseur Acropolis, qui était l'annonce majeure, mais pas la seule, en fait c'est une base KVM, hein, KVM très ouvert, très sécurisé, très extensible. Mais pourquoi KVM n'a pas fonctionné, n'a pas encore pris dans les entreprises? C'est parce que, un, il n'y a pas d'interface d'administration digne de ce nom sur KVM, c'est tout en mode command line. Deux, le support, c'est la communauté, donc il n'y a pas de support fait avec des SLA pour KVM, hein, c'est la communauté. Et trois, il y avait des petits soucis de sécurité, il n'était pas complètement blindé. Donc on a comblé ces trois inconvénients chez Nutanix, ce qui nous permet de proposer notre propre hyperviseur Acropolis sur un moteur KVM. Donc il est inclus nativement dans notre offre, sans surcoût, et il permet de gérer des VM, créer des VM, démarrer des VM, avoir du mode achat, l'équivalent de la technologie Live Motion ou vMotion, etc. avec cette solution. Donc vous pouvez l'essayer sans risque, puisque cette solution vient de base avec le cluster Nutanix. Vous pouvez également, une idée, découpler votre production et votre environnement de support à la production. Pourquoi payer des licences d'un hyperviseur commercial très performant, certes, mais aussi très coûteux? Pourquoi payer de telles licences dans un environnement non critique de test, de développement, de qualité? Donc on peut, avec Nutanix, avoir un environnement tier 1 avec un hyperviseur commercial et tier 2 ou 3 avec notre hyperviseur et faire d'énormes économies de licence. Il y a également des hyperviseurs sur le marché commerciaux qui bundlent leurs solutions, qui vendent dans un seul bundle non dégroupable un très grand nombre de features, de solutions dont on utilise 10 ou 20%. Donc si vous n'utilisez pas toutes ces solutions proposées dans les bundles des hyperviseurs commerciaux et que vous voulez juste de quoi faire tourner des VM très simplement, très efficacement, je vous invite à regarder Acropolis, l'hyperviseur Acropolis de Nutanix. L'interface de gestion au quotidien de Nutanix, c'est une interface qui fonctionne à la VM, elle s'appelle Prism, et donc je propose de vous la montrer tout de suite en fait. On va passer à la démo, je pense, Jérémy, si tu es d'accord. Ouais, très bonne idée, vas-y. Voilà. Donc je vais me connecter sur un environnement de démo qui est aux États-Unis. D'accord. Donc voilà, Prism. Donc je tape le login. Voilà, le mot de passe. Voilà, donc là je suis dans un navigateur standard. Et j'arrive sur une interface qui s'appelle Prism Central. Prism Central, c'est écrit en haut à gauche, c'est une interface qui permet de superviser plusieurs clusters Nutanix d'un point central. Donc là, on voit que je supervise 5 clusters. Je vois les versions de mes clusters. En fait, c'est une approche top-down. J'ai tout de suite les infos principales qui sont au plus haut niveau, et après, je peux zoomer sur l'information qui m'intéresse le plus. Donc là, je supervise 5 clusters. Je vois les versions de notre OS. Je vois tout de suite que je supervise 1000 VM à peu près avec cet environnement-là, qui repose sur 24 nœuds. Là, j'ai les noms de mes clusters. On verra qu'on a des clusters avec VMware, Hyper-V ou notre hyperviseur, ici. Je vois ce qui se passe au niveau de l'activité de mes clusters. Voilà, donc j'en ai un qui est en train d'être upgradé. Son OS est en train d'être upgradé. Et j'ai les infos de performance de chacun de ces clusters. Donc là, j'ai une vue high level au-dessus des clusters, mais après, on peut zoomer au niveau des clusters, avoir la vue performance au niveau des hosts, enfin des nœuds, ou alors au niveau des VM. Et voilà, donc on peut avoir une vue à différentes altitudes de notre infrastructure. Là, j'ai les infos en termes de latence, d'IOPS,
de débit. Je vois tout de suite si mes clusters sont en bonne santé ou pas avec ce petit visuel en forme de cœur. Normalement, il devrait être vert, à la limite orange. Quand il est rouge, c'est qu'il y a un souci critique qui peut impacter la production. Je vous rassure, c'est un environnement de test là, donc c'est pas important s'il y a du rouge, hein. C'est pas très grave. Et j'ai la conso des ressources en termes de CPU, de mémoire ou de stockage. Donc là, j'avais la vue high level. Si je veux descendre au niveau état de santé, au niveau VM, au niveau du stockage, au niveau du matériel, au niveau de l'analyse des données, du moteur d'analytique, j'ai différentes interfaces qui sont disponibles. Alors on va regarder les VM par exemple. Voilà, donc là j'ai la liste de mes 1000 VM. J'ai les 1000 VM sur un seul tableau qui sont sur mon infrastructure. Je peux les classer si je cherche les VM qui utilisent le plus de CPU à cet instant précis. Bah, je trie dans mon tableau et les infos sont en réel. Là, j'en ai une qui est à 100%. C'est pas forcément une bonne chose. Win7 base VDI, voilà, elle est à 100% de CPU. Donc, si on veut avoir les infos sur cette VM, elles sont juste en dessous. Et là, j'ai l'historique d'activité de cette VM, ainsi que les informations en temps quasi réel qui s'affichent. Donc, sa consommation de CPU, on voit qu'elle est scotchée à 100%. Il y a manifestement un problème là. On voit sa consommation de CPU, ses IOPS et la bande passante qu'elle utilise au niveau du réseau. Voilà, ça c'était juste un exemple. Si jamais vous voyez qu'on peut filtrer, superviser énormément d'informations sur cette interface. Si on cherche une info, eh bien, en particulier, on peut la trouver directement puisqu'on a incorporé un petit moteur de recherche à la Google dans notre interface. Hein. Si je cherche tout ce qui est Windows 7, par exemple, je tape Win7 et il va me lister les VM. Voilà. Il autocomplète automatiquement et je sais que j'ai 62 VM qui portent le nom Win7 par exemple. Voilà, donc j'ai un petit moteur de recherche à la Google. J'ai pas dit au début, mais les premiers ingénieurs qui ont rejoint Nutanix en 2009 venaient de chez Google et venaient de chez Facebook. Ce sont les gens qui ont participé à l'écriture du Google File System ou de la base de données multimédia qui gère le contenu de Facebook. Donc des technos qu'on reprend pour gérer les données et les métadonnées dans notre cluster. Je vais descendre sur un cluster maintenant. Là, j'étais en vision high level, on va dire. Je vais aller sur ce cluster-là, POC03. Donc là, je descends sur le cluster, l'interface Prism d'un cluster en particulier. L'interface est très similaire, mais je n'ai les infos que pour le cluster. Je sais que sur ce cluster s'exécute 655 VM, par exemple. Il y en a 167 qui sont arrêtés. Alors, essayez de chercher le nombre de VM allumées ou éteintes avec vSphere. Avec vCenter, bah, c'est pas simple. Hein. C'est une info qui n'est pas affichée, il faut les compter. Nous, on l'affiche de base. Ce cluster Nutanix, il repose sur 7 nœuds ou 7 hosts dans 3 blocs. Voilà. J'ai les modèles des nœuds. Donc là, on voit qu'on a une des premières technologies qu'on a proposées, les nœuds NX2000, qui datent d'il y a déjà 3-4 ans, qui sont supportés avec les nœuds d'aujourd'hui. Hein. Donc voilà, on peut en effet supporter des technologies de nœuds différentes dans un même cluster et même des technologies d'un certain âge. J'ai les infos en temps réel sur les IOPS, la bande passante, etc. Les mêmes genres d'infos. C'est très important ici, là. Je sais si j'ai suffisamment de ressources dans mon cluster pour reconstruire en cas de perte d'un nœud ou de 2 nœuds. Donc là, je sais que j'ai suffisamment de capacité de reconstruction. Donc si je perds un nœud ou 2 nœuds, j'ai la capacité de stockage pour me remettre au niveau de protection nominale et j'ai la capacité de compute pour tenir le même niveau de performance. Et je sais aujourd'hui que je suis OK au niveau protection. Donc là, on l'a pas vu, mais évidemment, l'hyperviseur utilisé, c'est ESX. Si on va sur cet hyperviseur-là, par exemple, ce cluster-là, je change de cluster. Voilà, j'ai le même genre d'interface, sauf que là, je suis dans un environnement où l'hyperviseur est Hyper-V. Donc on offre la même proposition de valeur, je vous disais, quel que soit l'hyperviseur. L'interface est la même, les fonctionnalités sont les mêmes pour tout ce qui est commun aux hyperviseurs. Par exemple, là je vois que j'ai 24 VM allumés, j'en ai moins, et 12 arrêtés. Si je zoome sur, disons, le stockage, on va regarder le stockage, j'ai les infos au niveau du stockage. Donc j'ai ce qu'on appelle des containers. Des containers, ce sont des espaces logiques de données, 8 containers. La compression est activée. La déduplication apparemment n'est pas activée dans cet environnement-là. Et enfin, on va regarder un troisième cluster qui est un cluster basé sur l'hyperviseur de Nutanix.
Voilà, j'ai changé de cluster, toujours avec la même interface. Je vais sur POC13 KVM et là on voit que l'hyperviseur c'est KVM. La version de cet hyperviseur elle s'appelle Nutanix, version du 12 avril 2015, donc c'est une version de l'engineering apparemment. Et je retrouve des infos similaires. Le nombre de VM qui tournent, elles sont en mode haute disponibilité, c'est-à-dire qu'on a la fonctionnalité HA. Si un nœud est défaillant, les VM qui s'exécutent sur ce nœud vont redémarrer sur un autre nœud disponible dans le cluster. Donc ce que l'on trouve avec la plupart des hyperviseurs du marché. Donc on a l'équivalent de la haute disponibilité, on a des fonctionnalités de migration de VM. Alors je vais vous montrer les VM. Sur l'onglet VM, voilà, je sais combien j'ai provisionné de mémoire, de gigas, je n'ai pas d'alerte en ce moment. J'ai mes top VM par consommation de latence, IOPS, bande passante, CPU, etc. Ça, c'est l'overview. J'ai aussi une vision en mode table, où là, j'ai l'information sur la totalité de mes VM. Et comme tout à l'heure, je peux filtrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre voilà, une VM, celle-là, Acro CentOS, ici. Et là, on voit qu'on a énormément d'informations en dessous qui sont disponibles. Ce sont les informations qu'on retrouverait dans SCVMM ou dans vCenter si on gérait une VM avec cet hyperviseur, mais là qu'on retrouve nativement dans notre interface. Donc sa performance en temps réel, quels sont les disques qu'elle utilise, elle a un disque de 35 Go, les infos au niveau des cartes réseau, des snapshots, parce qu'évidemment on a des snapshots embarqués chez Nutanix pour protéger les données, et notre réplication à distance est basée sur un envoi de snapshots. Il y a également les différentes tâches qui sont mémorisées VM par VM, et on a un mode console qui là n'est pas activé, mais on peut se connecter à la VM en mode console si on le désire. Donc cette VM, par exemple, elle est sur le contrôleur B. Vous voyez, elle est sur le host B, je vais la déplacer sur un autre contrôleur. Il se trouve que le contrôleur B, je veux lui faire un peu de place. Donc il y a un bouton Migrate ici. Voilà. Migrate, c'est l'équivalent de LiveMotion ou de vMotion. Donc soit je lui dis sur quel nœud je veux déplacer la VM. Donc il y a 4 nœuds dans mon cluster, A, B, C, D. Soit le système va choisir automatiquement un nœud. Je vais le laisser choisir. Migrate. Donc j'étais sur le nœud B tout à l'heure. Donc lorsque le système Nutanix déplace des nœuds, évidemment, il fait de l'équilibrage dynamique de charge, donc il va déplacer le nœud sur la VM, sur le nœud qui est la moins chargée. Là, elle est arrivée sur le nœud D. Vous voyez. Voilà, elle a été déplacée évidemment à chaud, vous imaginez. Ce qu'on peut faire également, c'est gérer. Donc vous avez vu nos VM, mais on peut aussi créer nos VM avec notre hyperviseur. Donc j'ai un petit environnement pour créer des VM. Donc je peux mettre le nom de ma VM. Voilà. VMMTI. Je mets les ressources, les paramètres techniques de ma VM en nombre de CPU, en nombre de corps, la mémoire. Alors attention, c'est des mégaoctets. Il ne faut pas mettre 2 parce que 2 mégas, ça va pas faire assez. Voilà, ça c'est l'équivalent de 2 gigas. Je peux créer les disques de ma VM. Voilà. Est-ce que j'y mets combien de disques? Est-ce que je mets un CD-ROM? Est-ce que j'alloue sur mon container ou je clone depuis une image déjà disponible? Quel type de stockage disque? Les containers, ce sont les espaces logiques de données où je stocke mes données. La taille, allez, on va mettre 5 gigas. C'est bien des gigas là. Et hop, je vais créer ma VM. Il me demande si je veux activer la haute disponibilité. Donc la haute disponibilité, c'est une fonctionnalité qui est actuellement en tech preview, qui est en mode early adopter, qui sera confirmé très prochainement. Le mode de haute disponibilité, je peux mettre low, medium ou high. Évidemment, les VM qui ont la priorité de haute disponibilité high sont les premières à redémarrer lorsqu'il y a une perte d'un nœud, etc., etc. Vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses au niveau de la gestion des VM dans un environnement Nutanix. Et on a la vision top-down, soit très haut niveau, soit on peut descendre très très bas. Pour ceux qui aiment ça, on peut même aller jusqu'au disque. Voilà, hardware. Voilà, j'ai 16 disques durs, SATA, 4 SSD. Je sais que j'ai tant de GHz de disponibles. Voilà, j'ai toutes les informations de disque par disque. Toutes les informations sont sous la coupe Nutanix. Et donc, le moteur d'analytique de Nutanix nous permet de savoir très précisément ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe en temps réel, et il va nous proposer du capacity planning. Donc, il y a des états qui sont fournis en standard,
Mais si on veut créer son propre état, on peut le faire également. Voilà, je veux faire un nouveau graphique. Voilà, mon graphe à moi. Quelle métrique je veux regarder? Et là, j'ai toutes les métriques du cluster qui sont disponibles. Les IOPS, la bande passante, les octets in, les octets out, les read, les write, etc. Je peux mettre les informations qui m'intéressent dans un graphique et générer le graphique que je veux. Les graphiques sont accessibles de l'extérieur de notre interface, hein, puisque chaque graphique a une URL. Si vous voulez mettre une partie des données dans un report externe, c'est très facile à faire. Voilà pour ce petit overview rapide de l'interface d'administration de Nutanix. Et ça va clore notre présentation. Voilà, donc on a parlé un peu de l'Erasure Code. C'est vrai que tout à l'heure, on avait prévu quelques slides dessus. Mais en gros, voilà, l'Erasure Code qui permet donc de gagner de la volumétrie par rapport à la réplication factor. Je peux expliquer l'Erasure Code, en effet. J'ai voulu aller à la démo tout de suite parce que c'était... Non, mais tu as eu raison. On était limité en temps. Alors, l'Erasure Code, la fonctionnalité qui permet de gagner de l'espace utile, rapidement sur ce slide expliqué. Là, vous avez un petit rectangle blanc, c'est un nœud Nutanix. C'est un nœud, c'est pas un disque. Hein. Souvenez-vous, il n'y a pas de RAID avec Nutanix. Les données sont protégées par copies multiples de données. ABCD, ce sont des blocs de données. Donc, pour ma VM qui est sur le premier nœud, là, elle écrit une donnée A, et la deuxième donnée A va être écrite sur un autre nœud du cluster. Ça, c'est le mode Replication Factor 2, ou 3, il y aurait 2 copies de données. Donc, c'est très rapide, il n'y a pas d'impact au niveau I/O comme avec le RAID. L'Erasure Code, on va en fait calculer une parité à partir de 2, 3 ou 4 blocs de données. En fonction du nombre de nœuds dans le cluster, on va calculer une info de parité qui va nous servir d'info redondante, qui servira pour reconstruire la donnée en cas de perte d'une donnée. Donc en Erasure Code, on va stocker sur 4 nœuds par exemple des blocs différents, A, B, C, D, et une 5e info qui est la parité. Si jamais j'ai un nœud qui est défaillant, complet, avec tous ses disques, ou simplement un seul disque qui est défaillant, l'information de parité, P, avec les infos ABD qui survivent, me permettent de reconstituer C et de revenir au niveau de protection nominale en recopiant automatiquement, en remontant l'information manquante sur de la capacité disponible sur un nœud du cluster. Voilà, donc ça nous permet d'être beaucoup plus efficace en ratio brut utile. C'est un process en tâche de fond. Des clients qui sont actuellement en Replication Factor 2 ou en Replication Factor 3, lorsqu'ils activent cette fonctionnalité par un clic de souris dans notre interface, eh bien, le job va être fait en tâche de fond petit à petit et l'information, la capacité libre va être rendue petit à petit. Un exemple, ça c'est basé sur le nœud 8000 de Nutanix. Le nœud 8000, c'est un nœud haut de gamme qui sert pour les VM qui ont besoin de beaucoup de capacité, ce qu'on appelle les monster VM, beaucoup de capacité et beaucoup de compute. C'est les nœuds qu'on recommande pour les environnements base de données, par exemple, ou pour les grosses fermes Exchange. Donc sur le NX8000, chaque NX8000, chaque nœud vient avec 20 Tera brut. On va prendre l'exemple d'un cluster 6 nœuds. Sur un cluster 6 nœuds 8000, par exemple, 6 nœuds x 20 Tera, ça fait 120 Tera en brut. Donc en utile, si je suis en Replication Factor 2 traditionnel, ça me fait à peu près 60, puisque j'écris les données en double, je divise par 2. 60 Tera utile. En revanche, si j'applique l'Erasure Code, eh bien, grâce à cette protection par parité, et non plus par double copie, je vais monter ma volumétrie utile à 96 Tera. Donc je vais récupérer, vous voyez, 36 Tera. Et tu vas avoir un taux d'usage à peu près de 75%. Voilà, donc ça, c'est une fonctionnalité très importante pour ceux qui ont déjà un cluster Nutanix actuel. Tu es en train de leur annoncer qu'on va leur faire gagner de l'espace sur leur cluster qu'ils ont acquéri il y a quelques temps, quelques mois ou quelques années. C'est exactement ça. Donc ils ne vont pas être obligés d'acquérir tout de suite les nouveaux nœuds capacitifs de Nutanix. Ils vont pouvoir délayer, retarder un petit peu leur investissement grâce à cette fonctionnalité gratuite qu'ils ont simplement en étant à jour de leur maintenance logicielle. Très bien. Je pense qu'on va arrêter là. Je vais te proposer quand même 2 questions qu'un participant a posées à propos du Metro Cluster. Pour le Metro Cluster, la question c'est: un site peut avoir juste un site cible ou plusieurs sites cibles? Donc on peut fonctionner avec plusieurs sites cibles, tout à fait, ouais, c'est possible. En fait, ce qu'on réplique avec le Metro Availability, je cherche le slide, voilà. Le schéma fait ici est fait avec 2 sites.
Mais en fait, ce qu'on réplique, c'est pas la totalité du cluster, hein, c'est un container. Quand on est en metro availability, l'incrément qu'on réplique en synchrone, c'est un container. Donc c'est un espace logique dans lequel on a mis nos VM. Donc on met nos VM critiques dans ce container et on peut le répliquer de A vers B ou de A vers C. Donc on peut tout à fait envisager des infrastructures en mode mesh, en mode croisé, avec le Metro Availability, puisqu'on n'est pas connecté en dur via du SAN Fiber Channel avec des chemins préétablis, mais avec de l'Ethernet à faible latence routé. Donc beaucoup plus de souplesse. Ok. Je te pose une deuxième question et ce sera la dernière et on va clôturer notre webinaire. Pour le nœud capacitif, comment se passe la reconstruction, entre parenthèses avec le facteur 3, de la perte complète de ce nœud? Ce nœud étant full capacitif, comment se passe la répartition des blocs entre les autres nœuds non capacitifs? Bonne question. En fait, on a une recommandation, c'est d'acquérir ces nœuds 2 par 2. Toujours, il en faut au moins 2 en fait. Pardon. Voilà. Parce que si vous n'en avez qu'un, en effet, je cherche le slide, si vous n'en avez qu'un, ça va être compliqué si vous le perdez, quoi. C'est possible, hein, mais il va falloir beaucoup d'espace libre sur les différents nœuds. Donc là, vous avez par exemple un cluster Nutanix de 3 nœuds, 8000 par exemple, hein, avec l'hyperviseur commercial de votre choix, et on va rajouter 2 nœuds capacitifs, 6035. Voilà, donc ils vont 2 par 2. Si jamais j'en perds un, je vais pouvoir... le logiciel va se servir de ce nœud-là s'il a de la capacité disponible pour reconstruire les données manquantes, mais également la capacité disponible sur les autres nœuds du cluster. Mais c'est fortement recommandé d'en avoir 2 par 2. Très bien. Voilà, sauf si tu as encore quelque chose à dire, je pense qu'on peut terminer ce webinaire. S'il n'y a plus de questions, ah oui, une petite chose à dire aussi. Si vous voulez essayer la technologie Nutanix sans passer par un POC, parce qu'on est capable de prêter des machines à nos clients intéressés, hein, ou à nos prospects, mais si vous voulez l'essayer sans passer par un prêt de machine, vous pouvez télécharger une version gratuite de notre OS qui s'appelle la Community Edition. Donc tapez simplement Nutanix Community Edition dans le moteur de recherche de votre choix, vous allez arriver sur le site Nutanix, vous téléchargez notre OS et vous pouvez l'installer sur n'importe quelle plateforme serveur de votre choix, pourvu qu'elle respecte un minimum de prérequis, hein. Il faut un minimum de RAM, de CPU, un peu d'SSD, un peu de SATA. Et vous pouvez donc avoir une interface d'administration. Évidemment, c'est notre hyperviseur qui vient avec. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec un autre hyperviseur, VMware ou Hyper-V. Il y a notre hyperviseur inclus dedans, Acropolis Hypervisor. Et vous pouvez l'avoir avec un nœud, 3 nœuds ou 4 nœuds. En production, un système Nutanix, c'est toujours minimum 3 nœuds, hein, un cluster Nutanix. La Community Edition, c'est 1, 3 ou 4. La Community Edition n'est pas supportée par Nutanix pour les environnements de production, hein. C'est pour faire des tests, de l'éducation, un lab, etc. Ça permet d'adopter la technologie quand même assez rapidement. Voilà, en guise de conclusion. Très bien, Cyril, je te remercie beaucoup de ton temps. Merci de m'avoir invité, Jérémy, à ce webinaire. Merci à l'audience pour les bonnes questions. Voilà, je remercie tous les participants et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller sur notre site, à voir les autres webinaires, à vous inscrire pour les prochains. Et voilà, j'ai encore une question. Merci. Merci à vous pour vos questions et merci pour votre participation. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.